Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Cette maladie neurodégénérative est la démence irréversible la plus répandue. Celle-ci occasionne entre autres des pertes de mémoire associées à une détérioration des capacités cognitives. La dégénérescence des neurones est en majeure partie reliée à cette démence et demeure toujours incurable. Comme elle atteint les facultés cognitives, toutes les sphères de la vie des personnes atteintes sont affectées. Le comportement, les activités de la vie quotidienne et domestique, les émotions, l'humeur, etc. L'Alzheimer est une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur au Canada. En effet, déjà en 2011, près de 747 000 Canadiens étaient atteints de troubles cognitifs ou de maladies comme l'Alzheimer. Cela représente environ 14,9 % de la population canadienne âgée de 65 ans. Certains estiment que le nombre de personnes touchées par ces maladies pourrait atteindre 1,4 million d'ici 2031. L'enjeu économique relié à ces maladies est donc énorme, car les coûts directs, qui sont généralement médicaux, et ceux indirects, liés à la perte de revenus, représentent 33 milliards de dollars par an. Ce montant pourrait atteindre 293 milliards de dollars par an d'ici 2040. Mais qu'est-ce que l'Alzheimer? Voici quelques symptômes associés à cette maladie neurodégénérative. Celle-ci sera amplement décrite au cours de cette vidéo. Et tout le monde peut avoir ça? Oui, mais il y a des facteurs qui augmentent les risques, comme l'âge, une faible scolarisation, les abus d'alcool, l'hypertension artérielle et le sexe. En effet, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et que puis-je faire pour l'éviter? C'est simple. Voici quelques facteurs de protection. Avoir un haut degré de scolarité, faire de l'exercice physique, pratiquer des activités intellectuelles, prendre du vin rouge en quantité modérée, avoir un réseau social, non, pas celui-ci, plus celui-là. Voici Alois Alzheimer, chercheur qui a diagnostiqué le premier cas de cette maladie. Retournons alors en Allemagne en 1901. Voici le récit de l'évolution de la maladie d'Auguste Deter, une femme dans la jeune cinquantaine, lorsqu'elle était encore à la maison. Elle utilisait souvent le mensonge pour couvrir ses absences. Elle avait aussi beaucoup de difficultés à préparer les repas. C'est à l'hôpital psychiatrique de Francfort-sur-le-Main que le docteur Alzheimer rencontre Auguste pour la première fois. Elle dissimulait des objets un peu partout chez elle. Cela causait un très grand désordre. De plus, elle errait sans but. À l'époque, il était conseillé de prendre des bains tièdes pour traiter la maladie. Auguste est de plus en plus anxieuse face au docteur. Elle refuse même qu'on l'ausculte. Par la suite, elle devient même violente face au docteur et aux autres patients. Elle décède finalement d'une pneumonie très grave en 1906, soit 5 ans plus tard. Suite au décès de Madame Deter, le docteur Alzheimer analyse différentes coupes de son cerveau afin de mieux comprendre la maladie. C'est en 1910 que la première publication acclamée sera publiée. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique la maladie d'Alzheimer? Il n'existe aucun test médical permettant de déterminer avec exactitude si une personne est atteinte de cette maladie ou de tout autre trouble cognitif. Il faut procéder à une biopsie du cerveau pour savoir avec certitude. Bien entendu, il n'est pas possible de faire une telle biopsie sur un patient vivant. Les médecins posent tout de même un diagnostic en se basant sur un bilan de santé, une appréciation des faits rapportés par les proches, un examen physique, des évaluations neurologiques et divers autres tests médicaux. Les 3 principaux tests réalisés sont la prise de sang pour contrôler s'il y a de l'anémie, des problèmes de thyroïde, de foie, de rein et le taux de vitamine, surtout B12, le TACO, tomographie axiale calculée par ordinateur pour vérifier s'il n'y a pas de tumeur, trop de liquide dans les ventricules, des hématomes sous-durales ou des thromboses cérébrales, ainsi que le MMSE, Mini Mental State Evaluation. Il y a aussi des tests effectués de manière à vérifier si les professionnels sont encore aptes à pratiquer leur profession. Par exemple, des tests neuropsychologiques peuvent être effectués, des ponctions lombaires afin de vérifier le taux de protéines, taux et bêta-amyloïdes, que nous verrons plus tard, des TEP-FDG, c'est-à-dire tomographie à émission de position avec fluorodéoxyglycose, pour déterminer les fonctions du cerveau qui sont les plus utilisées, et des IRM. Enfin, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, le cortex cérébral rétrécit car la fine couche de matière grise se replie sur elle-même. La maladie provoque la mort des cellules nerveuses et la perte de tissu dans tout le cerveau. Avec le temps,
celui-ci rétrécit beaucoup, entraînant une modification de presque toutes ses fonctions. Sur une période de 10 ans, l'atrophie corticale peut faire perdre jusqu'à 8 à 10 % du poids du cerveau d'un patient, alors que la perte pour une personne saine n'est que d'environ 2 %. De plus, les ventricules sont agrandis et l'hippocampe est très atrophié. Pour le stade 1, les principaux symptômes sont qu'il n'y a pas de troubles manifestes ni de plaintes. En ce qui concerne la mise en situation, la personne est capable de cuisiner sans difficulté apparente. Pour le stade 2, les principaux symptômes sont que la personne est capable de cuisiner avec quelques difficultés apparentes. La personne se plaint de perte de mémoire, mais ses tests sont normaux et elle a de la difficulté à trouver les mots justes. Pour la mise en situation, la personne fait la cuisine et au lieu de demander la passoire, elle demande la chose où on met les spaghettis. Pour le stade 3, les symptômes reliés à ce stade sont que l'entourage prend conscience des déficits de la personne et celle-ci commence à être handicapée dans la vie quotidienne. Elle éprouve des difficultés dans des situations non familières. Pour la mise en situation, un monsieur fait une nouvelle recette et éprouve de la difficulté lors de sa réalisation. Stade 4. Les symptômes sont que la personne a maintenant besoin d'assistance pour accomplir des tâches comme la planification d'un repas ou la gestion d'un budget domestique. La personne n'est plus capable de voyager seule et ne se rappelle plus les faits courants. La capacité d'apprentissage décline fortement, mais la reconnaissance des personnes et des lieux familiers est préservée. Pour la mise en situation, un homme doit dorénavant cuisiner avec une autre personne qui l'aide car il a de la difficulté à planifier les étapes de sa recette. Stade 5. Les symptômes sont que la personne n'est plus capable de vivre seule. Elle perd l'orientation dans le temps et dans l'espace, et elle ne reconnaît plus les personnes proches. Elle peut effectuer certaines tâches comme manger et faire sa toilette personnelle, mais elle a besoin d'aide pour s'habiller. Mise en situation. L'homme ne prépare plus son repas, mais il est capable de se nourrir seul. Stade 6. Les symptômes sont que la personne a une perte d'autonomie totale. Elle doit avoir de l'aide pour faire sa toilette personnelle, pour se nourrir et pour s'habiller. Elle souffre d'incontinence urinaire et fécale. Pour la mise en situation, l'homme n'a plus d'autonomie, et une autre personne doit dorénavant le faire manger. Stade 7. Les symptômes sont que la personne a une faible capacité pour s'exprimer restreint à quelques mots intelligibles. La personne ne peut plus se déplacer et présente une rigidité motrice. Les comportements deviennent incohérents. Pour la mise en situation, l'homme refuse de manger. Plusieurs hypothèses sont mises de l'avant afin de comprendre ce qui se produit sur le plan cognitif, l'hypothèse amyloïde, l'hypothèse tau et l'hypothèse cholinergique. D'une part, l'hypothèse amyloïde présumerait que la cause des pertes de mémoire serait due aux plaques amyloïdes créées par les peptides bêta-amyloïdes qui s'aggloméreraient entre les neurones et occasionneraient leur mort dans la région du cortex cérébral. En effet, selon le nombre d'acides aminés qui composent la chaîne des peptides bêta-amyloïdes, c'est-à-dire 40 ou 42 acides aminés, cette protéine s'agglutinera davantage ou non. La plus longue forme de ce peptide, donc 42 acides aminés, causée par un dysfonctionnement, entraîne cette agglomération et par le fait même la mort neuronale. D'autre part, l'hypothèse tau et la dégénérescence microfibrillaire sembleraient considérer que les problèmes cognitifs seraient reliés à la modification de la protéine tau. Celle-ci subirait une phosphorylation qui entraînerait une grande instabilité des liens entre les microtubules et détruirait le neurone. À ce jour, cette hypothèse est mise de l'avant pour le développement des futurs médicaments et des vaccins pour cette maladie. Enfin, l'hypothèse cholinergique s'explique par une carence au niveau de la synthèse d'acétylcholine, neurotransmetteur important dans le fonctionnement du cerveau. Cette dysfonction affecterait grandement la mémoire, conséquence de la maladie d'Alzheimer. Depuis une dizaine d'années, avec les recherches et le développement pharmaceutique, les industries se basent davantage sur cette hypothèse et sur la recherche auprès des neurotransmetteurs cholinergiques. Cependant, il n'y a actuellement aucun traitement qui freine la progression de cette maladie neurodégénérative. Il existe cependant certains médicaments pour améliorer la qualité de vie et pour diminuer les troubles cognitifs. À cet effet, des médicaments comme les inhibiteurs de la cholinestérase empêchent la dégradation de l'acétylcholine présente dans le cerveau. Les 3 molécules à la base de ces médicaments sont le donezépil, rivastigmine et galantamine. Selon le stade de la maladie où le patient se situe, certains médicaments seront plus adéquats en fonction de ses symptômes. Par exemple, rivastigmine et galantamine sont utilisés comme traitement pharmacologique pour les personnes atteintes de façon légère à modérée, tandis que donezépil est utilisé dans tous les stades de la maladie. Concernant le suivi du patient, il sera suivi par une équipe multidisciplinaire constituée de médecins, dont un neurologue pour établir le diagnostic, un pharmacien, un travailleur social et un ergothérapeute. Le proche aidant a aussi un rôle très important auprès du patient. Même s'il est souvent oublié, il est intéressant de savoir que le rôle du proche aidant est primordial, car contrairement aux croyances populaires, bon nombre de personnes atteintes de démence vivent dans
leur domicile au sein de la communauté et non dans des centres d'hébergement. Le rôle du proche aidant est de prendre en charge la personne atteinte de l'Alzheimer et de s'occuper d'elle en l'aidant dans ses occupations et dans certaines tâches. Ces personnes font souvent partie de l'entourage. Maintenant, passons plus précisément au rôle de l'ergothérapeute. Ce professionnel peut faire de la prévention à l'aide de différentes techniques pour préserver les capacités cognitives, prévenir les risques de chute ainsi que l'isolement social du client. Une des premières actions de l'ergothérapeute est de faire une évaluation occupationnelle du client, c'est-à-dire que l'ergothérapeute évalue les difficultés rencontrées par le client lors de la réalisation d'occupations de la vie courante comme faire la cuisine ou les soins personnels. En ce qui concerne l'adaptation de l'environnement, l'ergothérapeute peut apporter certains changements à l'environnement du client dans le but de préserver son autonomie tout en s'assurant de sa sécurité. Par exemple, l'ergothérapeute accompagne et conseille le client sur le choix et l'utilisation d'aides techniques et d'assistance technologique pour faciliter la vie quotidienne. Ensuite, passons à l'accompagnement des proches. Le rôle de l'ergothérapeute consiste à expliquer les conséquences psychologiques et fonctionnelles de la maladie aux proches, à accompagner les proches aidants et à assurer la communication entre le patient et son entourage.